Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot et en fait je vous fais une vidéo pour vous présenter cette fois mon interprétation et les cartes une à une pour le Line Strider Tarot. Je vous montre juste vite fait la boîte, elle est vide, elle est toute légère là, elle se présente comme ça, hop, et le livret est juste complètement magnifique, les feuilles sont en papier glacé, super épais. Je vous le montre comme ça parce que ce jeu a été traduit dernièrement en français et apparemment dans la version française on ne retrouve pas la même qualité de boîte et de livret, enfin en tout cas c'est les critiques que j'en ai entendues. Donc voilà, de Ciolo Thompson. Et bref, je ne vais pas forcément m'étendre sur la présentation du jeu, sur ce que j'en pense, je vais vraiment vous montrer les cartes une à une et vous donner peut-être des premières pistes d'interprétation pour le point de vue en fait de Ciolo Thompson. Alors là où j'ai été un peu étonnée, c'est que honnêtement j'avais choisi ce jeu juste parce que je trouvais les illustrations complètement merveilleuses. J'aimais beaucoup ce côté des traits, le trait de dessin très fin et en même temps le côté aquarelle qui donne vraiment une douceur aux illustrations. Donc c'était avant tout pour l'esthétique du jeu, hein, franchement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une interprétation assez particulière de ce jeu. Le Line Strider, ça veut dire celui qui marche sur un fil, c'est l'équilibriste. Donc on retrouve ça dans la version française. Et je trouve que ça fait vraiment bien le porte entre deux mondes. Il y a un côté très rêverie justement avec l'aquarelle et tout. Mais il y a aussi une petite touche un peu osée, un peu humoristique dans beaucoup de cartes que j'ai beaucoup aimé. Ouais, je vous en dis pas beaucoup plus et je vous présente les majeurs. Donc cette fois j'ai décidé de ne pas faire un plan sur ma table mais de vous montrer ma tête en même temps. C'est le move du moment, c'est tout. Donc le fou qu'on retrouve avec un petit jet au-dessus de sa tête, hein, que j'aime beaucoup. Il n'a pas encore de visage, c'est comme si rien n'était déjà dessiné à l'avance, il va construire son être, son torse, son visage, sa direction en prenant le chemin en fait. Et pour moi, c'est celui qui se construit en traçant la route. Le magicien, on retrouve le côté malin, le côté farceur, le côté très intelligent, le côté réflexif en fait du magicien dans ce singe qui est effectivement porteur de ce signe de l'infini. Une idée de vitesse aussi, une idée de mouvement, une idée de mise en action que je retrouve très fort dans cette version du magicien. La grande prêtresse, elle est vraiment tournée vers son intériorité. En fait, ça me fait très bizarre ces images de la grande prêtresse où on voit la grande prêtresse comme très jeune, parce que pour moi, il y a un critère un peu de recul, quelque chose de l'ordre de l'âge en fait, dans la grande prêtresse qu'on ne retrouve pas ici. Mais pour moi, il y a vraiment cette image de recul, cette idée de regarder son cœur et de regarder son intériorité plutôt que de regarder vers l'extérieur et de développer vraiment la femme qu'on veut être plutôt que la femme qui est attendue par l'extérieur. Avec l'impératrice, on est dans une carte de pluralité. On voit qu'elle est accompagnée par plusieurs animaux qui lui donnent une certaine force, une certaine sagesse. Il y a une idée de groupe du coup, je trouve dans cette carte, une idée d'érotisme, une idée d'autosatisfaction, d'autocontemplation. Il y a quelque chose d'assez narcissiste en fait dans cette carte-là. De plaisir d'être soi, c'est vraiment une carte de beauté et de plaisir pour moi là-dedans, et de souveraineté aussi. La carte de l'empereur, elle est pour le coup assez classique, hein, c'est vraiment l'empereur qui est là, qui décide, qui pose, qui porte un regard assez bienveillant sur les choses, qui va gouverner, qui va ordonner aussi, enfin il y a quelque chose de très décisif dans cette carte. Le pape que j'avais choisi, c'était cette carte que j'avais choisie pour cheminer avec quand j'ai tourné toutes mes vidéos sur mon parcours énergétique de ces temps-ci. Et j'avais choisi de cheminer avec la carte du pape. J'avais choisi dans ce jeu-là justement parce que ça ne représentait pas un vieux bonhomme. Et que je me retrouvais mieux dans cette carte-là. Mais on retrouve cette sagesse, cette idée d'avoir les clés.
cette idée d'évolution aussi, il y a cette idée de tendre une goutte vers le haut, comme ça que j'aime beaucoup. Donc il y a cette idée de passage d'un niveau en trouvant les clés en soi et à l'extérieur. Les amants, avec cette image de complicité, de se trouver, ce feu de la passion également, parce qu'on a cette couleur jaune, orangé, rouge. La carte du chariot, où on a cette idée d'avancer, d'aller de l'avant avec ces deux chevaux qui sont très sculpturaux en fait. Et cet homme, où on ne sait même pas si c'est trop un homme, et qui est un peu en recul et assez en train d'examiner. Il a fait ses choix certes, mais il garde toute sa sensibilité de Cancer. La force, très clairement, elle est assez... Comment dire? Elle est un peu guerrière, cette force. Et c'est comme si cette petite femme, contrairement aux autres images de la force, alors elle n'est pas soumise au lion, mais disons qu'elle ne se voit plus comme une accompagnatrice. Limite, elle est un peu en dessous, effectivement. Elle laisse toute la place au côté fort, instinctif, animal, décisif. Elle ne va pas forcément essayer de juguler ça, elle va travailler avec. L'ermite, qui est vraiment un ours dans sa caverne, qui va réfléchir à la renaissance, qui va réfléchir à sa propre mort, qui va écouter avec la lanterne sa sagesse intérieure. On retrouve aussi le signe de la Vierge, là, dans le pendentif lanterne que porte cet ours. La roue de fortune, alors on retrouve les quatre signes cardinaux en fait, non, c'est même pas les signes cardinaux, excuse-moi, les signes fixes du zodiaque et qui représentent aussi les 4 éléments et qu'on va retrouver dans la carte du monde. J'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment une idée on fait partie d'un tout et on se laisse porter par ce flux parce qu'on est nous-mêmes le tout. Enfin, il y a vraiment une idée d'être compris dans. Avec cette carte de la roue de fortune, la justice est aveugle. C'est la seule qui porte le numéro de sa carte qui est le 11. Et c'est une idée de balance, de trouver l'équilibre en tout et de savoir trancher dans le vif quand c'est nécessaire. De ne pas forcément avoir beaucoup de vision sur ses propres affects, mais avoir plus une vision très très impartiale, voire froide. Avec le pendu, on est dans un tigre qui est un animal pour moi d'action, qui est un animal pour moi de feu, qui est un animal pour moi de passion. Et là, au contraire, déjà, il est bleu, donc il est dans une couleur d'eau, il est retourné, il est attaché par une patte à l'envers, donc il est contraint à l'inaction, contraint à l'observation, contraint de voir les choses sous un autre angle, et du coup d'en retirer une certaine sagesse. C'est l'être de feu qui est capable de pouvoir un petit peu plus voir avec son cœur et de se mettre en temps de pause. La mort, elle ouvre vraiment une autre porte. On retrouve le signal chimique de l'eau, parce que la carte de la mort, c'est aussi la carte du scorpion qui est un signe d'eau. Et avec en fait, pour moi, c'est vraiment... ok, il y a quelque chose de noir et d'un peu tumultueux autour qui ouvre vers quelque chose de tout aussi tumultueux sans doute, mais de beaucoup plus florissant, de beaucoup plus juvénile, de beaucoup plus gai à l'intérieur et ça mêle les deux. Pour moi, c'est vraiment une carte de renaissance et de transformation et de réflexion aussi sur ce qui doit mourir en nous ou autour de nous. Je vous présente ensuite Tempérance, que je trouve incroyablement beau ou belle là-dedans, parce qu'on a aussi, il y a beaucoup de cartes comme ça, je trouve, qui sont très androgynes, qui n'ont pas décidé de quel sexe ils étaient, et ça n'a finalement aucune importance. Mais on a aussi cette idée, comme dans la justice, d'équilibre, de un pied dans l'eau, un pied sur la terre, les deux mains qui font balance également. Mais cette fois-ci, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre du feu, qui est de l'ordre de la passion, qui est de l'ordre de l'implication, et pas, comme dans la justice, quelque chose qui est très en recul, qui est très aveugle, qui est très peu impliqué et qui est juste au niveau du choix mental. Là, on est plus au niveau de l'énergie du ventre, en fait. Le diable, c'est une vision assez pessimiste du diable. Pour moi, c'est une carte pas mal de liens toxiques.
de choses dont on voudrait échapper et dans lesquelles on reste parce qu'on y est contraint ou bien parce qu'on croit y être contraint. C'est pour moi une carte de non-choix aussi. Et du coup, ça peut être une carte aussi de reprise de pouvoir et de reprise avec cette tête, ce crâne de bouc, cette reprise de conscience qu'en fait, on a le choix et qu'on a le choix de se sortir de ce type de lien ou de ce type d'addiction. Voilà. La tour, elle est très très japonisante en fait, donc il y a un espèce d'orage avec des gens qui tombent. Je pense que aussi la tour, contrairement à d'autres images de la tour, n'est pas en train de s'effondrer, n'est pas en train de tomber, n'est pas en train d'être cassée. Certes, il y a un orage, mais tout n'est pas détruit. Et s'il y a des personnages qui sautent ou qui tombent, c'est aussi en partie par choix pour moi. C'est une idée de déconstruire, de quitter son monument, de quitter sa tour, d'accepter de se remettre en question, d'accepter de retourner à sa vulnérabilité première. L'étoile. Oh, elle est trop belle. C'est pour moi, tout d'un coup, il y a eu beaucoup de cartes très très remises en question en fait, et là tout d'un coup, il y a une forme d'apaisement, une forme de je suis connectée à mon étoile, à mon idéal, à ma mission de vie, et je verse cette eau-là dans le monde. La lune. Alors, pour moi, mais c'est là où je dis qu'il y a un ton presque humoristique des fois, mais il y a les monolithes de 2001 Odyssée de l'espace dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À la place d'avoir deux tours, comme on voit souvent dans les cartes de la Lune, le homard, il est couché contre le chien, qui est lui-même contre le loup. Enfin, je sais pas, je la trouvais assez marrante et peut-être un peu inquiétante, effectivement, cette carte de la Lune, d'accepter son côté fantasmatique, d'accepter son côté rêve, d'accepter les opposés en nous. Le soleil, avec cette fleur qui fond, j'ai pas d'autre mot, mais il y a une idée d'être épanoui au soleil, de se sentir bien là où on est. C'est vraiment une carte d'épanouissement et en même temps de attention à pas s'auto-complaire là-dedans, sinon on fond. J'ai l'impression de voir vraiment quelque chose qui fond au milieu, certes qui est coloré, mais qui a tendance à s'affaisser sur son propre système si on reste trop à se contempler notre petit nombril épanoui parce qu'on est au soleil. La carte du jugement. Vous entendez mes collègues dans le couloir. La carte du jugement, pour moi, c'est accepter de reconnaître qu'on a porté un masque et choisir de l'enlever ou non. C'est accepter de voir la part divine en nous et l'accepter ou non. C'est accepter de renaître face à cet ange gardien ou à cet ange qu'on porte en nous. Et c'est vraiment une carte de confrontation pour moi et de douceur aussi parce que contrairement aux autres cartes du jugement, j'ai l'impression que là on est vraiment dans le choix d'accepter ça ou pas. Et enfin la carte du monde qui, comme je vous l'ai dit avec la roue de fortune, on retrouve les éléments fixes des thèmes astraux et on retrouve du coup les 4 éléments qu'on trouve traditionnellement dans cette carte du monde, les 4 éléments qui vont reprendre en fait les énergies des 4 suites. Et pour moi, alors pour le coup, ce monde est très féminin, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de cartes androgynes, là on n'est pas du tout dans une carte androgyne, et alors c'est une carte d'accomplissement et d'arrivée. En fait, j'ai l'impression d'une femme très féminine qui arrivait à passer la ligne d'arrivée et qui va pouvoir reprendre son souffle avant d'entamer la prochaine aventure. Mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de s'être extirpé d'un espèce de bourbier ou d'un espèce de champ de bataille ou de champ d'action en tout cas, et de passer cette ligne. D'habitude, en fait, elle est souvent entourée de lauriers qui représentent bien le sens du vainqueur. En fait, là, c'est pas des lauriers. Mais voilà pour cette carte du monde. Je passe aux coupes. Alors, pourquoi les coupes? C'est juste, je prends l'ordre du livret ici. Je sais pas, j'ai pas forcément compris l'ordre, mais il en vaut un autre, donc il n'y a pas de souci pour moi. Donc les coupes. Alors, les coupes qui sont l'élément eau. On resitue un peu le sujet. On va retrouver d'ailleurs les tons pastels, les tons bleus, quelque chose de assez fluctuant et coulant. Donc avec un chat pour cet as de coupe qui nous présente cette coupe et qui est là comme pour nous demander de nous ouvrir à notre monde émotionnel et à notre monde intérieur, à notre intuition. Pour moi, c'est vraiment comme une demande de « Hey, écoute,
rencontre toi-même. Le 2 de coupe, là aussi, on a 2 chats au-dessus d'une coupe, au-dessus de leur monde émotionnel. Donc on est vraiment bien. On a aussi 2 colibris, on a 2 serpents. C'est vraiment une carte vraiment de dualité, de rencontre, de partenariat, d'appui l'un sur l'autre autour d'un univers émotionnel de réciprocité. Le 3 de coupe m'a bien fait rire parce que d'habitude c'est plutôt 3 femmes en train de soulever ensemble des coupes ou c'est vraiment une idée de sororité ou de fête en commun. Mais d'habitude il y a un côté un peu plus sacré et là on se retrouve avec un paresseux, un faon, un chien qui ont des bonnets de cotillon là sur la tête et qui vont prendre le thé ensemble. Mais on est bien effectivement dans cette idée de réunion, de s'appuyer les uns sur les autres, dans cet esprit de légèreté, de ne pas se prendre au sérieux et de éventuellement faire la fête ensemble. 4 de coupe, c'est une image de retrait, une image de méditation, une image de temps de pause. Il y en a beaucoup qui lui donnent une connotation très négative de limite à aller bouder dans son coin. Je retrouve pas tant ça que ça ici, je trouve ça plutôt apaisant et c'est un retour à soi, c'est un retour à sa solitude intérieure. En même temps, je vois pas bien ce que ça pourrait être derrière, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose un petit peu inquiétant qui est de l'ordre d'une énorme pieuvre ou d'un énorme poulpe qui se déploie derrière cette personne et qui l'englobe. Peut-être que c'est être aux prises aussi des fois avec des idées noires ou sombres et de rester un peu bloqué dans ce système-là. Ça peut être interprété en positif ou en négatif selon moi. Et le 5 de coupe, il m'a mis vraiment... Enfin, comment dire, c'est une carte de tristesse et de perte et de, voilà, en général, et de pessimisme aussi. Mais en fait, elle me fait tellement mal au cœur, cette maman chouette qui contemple ses œufs perdus et brisés. Alors certes, elle en a encore 2 qui sont frais, qui sont bons, qui sont couvables, mais elle en a perdu 3 et on perçoit toute cette tristesse de la perte, beaucoup plus que dans les autres jeux de tarot où finalement ce ne sont que des coupes qui sont renversées et j'ai envie de dire mais c'est bon, tu vas arrêter de faire tout un fromage de tes coupes renversées. Là je peux pas décemment dire à une maman qui a perdu 3 œufs de dire mais c'est bon, tu vas pas en faire un fromage. J'ai envie, c'est vraiment une carte d'acceptation de la tristesse et d'acceptation du deuil, d'acceptation de la séparation, du manque, etc. Le 6 de coupe qui est une carte de retour en enfance, de retour à ses racines. On est bien, alors de retour effectivement dans le clocher peut-être de son enfance, il y a une idée nostalgique là derrière, mais il y a aussi, je trouve que l'accent est mis sur le côté jeu de l'enfance, sur le côté retrouver son âme d'enfant dans le sens joyeux, dans le sens partenariat, dans le sens taquin, dans le sens on fait des petites collections de fleurs, enfin voilà. Plus que j'y voyais plus ça que le côté vraiment nostalgique et retour aux sources. Le 7 de coupe qui est une carte de dispersion, en fait c'est comme si la personne là elle en prenait trop et qu'elle ne savait plus trop où donner de la tête. Il y a aussi une idée de quelque chose qui vole en éclats, peut-être de l'attention qui vole en éclats. En fait j'ai du mal à donner une interprétation générale pour cette carte là tellement elle va s'appliquer au cas par cas selon le tirage qu'on en fait et selon notre état d'esprit du moment. Est-ce qu'on reçoit trop? Est-ce qu'on vole en éclats? Mais je retrouve cette idée de dispersion et je trouve que cette carte est assez négative en fait. Alors que dans d'autres jeux de tarot, je trouve qu'elle est plus légère. Là, il y a une idée de soumission à ces éclats. Le 8 de coupe, on est dans une idée d'habitude de partir, de décider d'abandonner ce qu'on avait peut-être établi, ce qu'on avait peut-être construit pour aller poursuivre sa route d'une autre façon, d'une autre manière, peut-être avec d'autres personnes, de vraiment se dépasser pour sortir d'un schéma établi. Et il y a une espèce de résonance avec la carte de la tour en général dans le 8 de coupe, je trouve. Mais ici, alors je trouve qu'effectivement, on laisse quelque chose tomber, on admet qu'il y a quelque chose qui est fini et on trace notre route d'une autre façon. Mais il y a une idée de s'être bien préparé, de s'être peut-être bien emmitouflé, d'avoir fait nos bagages. Il y a une idée de préparation à ça et d'être prêt à cette nouvelle étape et à ce nouveau chemin dans cette carte-là. Le 9 de coupe,
C'est aussi une carte qui m'a fait rire parce qu'en fait le 9 de coupe c'est une carte de satisfaction, de se sentir entouré, de se sentir soutenu, d'avoir des souhaits qui ont été exaucés. Et sur cette carte on voit bien que c'est le chat qui a bouffé le canari, donc ouais, les souhaits ont carrément été exaucés et j'y suis arrivée. Donc pour moi c'est pas mal une carte de réussite et d'avoir eu ce qu'on voulait. Et en même temps c'est une carte de coco. On en paye les conséquences comment? Enfin, il y a une idée d'avoir peut-être une espèce de dette par rapport à ça et de devoir payer les conséquences de nos actes pour avoir gagné ce qu'on voulait avoir. Avec le 10 de coupe qui m'a aussi fait rire en fait. Pourquoi ça m'a fait rire? Parce que y a un oiseau qui porte un espèce de bonnet de nuit. Alors, et puis parce qu'il y a, d'habitude il y a un arc-en-ciel sur les 10 de coupe, là il y a un tout petit arc-en-ciel qui vient souligner en haut là. Enfin, je l'ai trouvé vraiment rigolote cette carte et c'est une idée de réunion, d'aboutissement, aussi quelque chose d'amoureux je trouve. Dans beaucoup de jeux c'est quelque chose de familial, mais là je trouve qu'il y a vraiment une notion d'amour, de quelque chose de l'ordre d'avoir trouvé l'âme sœur, de se sentir paisible avec cette âme sœur, d'avoir peut-être retrouvé aussi un espèce d'alter ego au niveau intuitif, au niveau, ça peut être aussi amical je pense, mais il y a vraiment une carte d'aboutissement de la rencontre. Je l'aime bien cette petite carte rigolote, c'est toute rose. Pour les personnages de la cour, le page de coupe nous tourne le dos avec sa coupe, elle est en pleine réflexion et j'ai l'impression d'un tumulte émotionnel. C'est Alice avec son lapin blanc qui se demande si elle va plonger dans le monde des merveilles ou pas. C'est vraiment une carte d'interrogation de où est-ce que je veux que mon intuition m'emmène, est-ce que je l'écoute, est-ce que je ne l'écoute pas, est-ce que je bascule dans ce monde du rêve ou est-ce que je décide d'être ancrée. Le chevalier de coupe, eh ben, il avance avec un fond comme un halo d'eau en fait et un poisson. C'est vraiment une avancée dans sa propre sensibilité, dans son propre sens artistique. Ça rejoint vraiment le signe du poisson qui fait semblant d'être en armure mais qui en fait a un cœur d'artichaut mais grave. La reine de coupe, elle met peut-être ses émotions un peu plus à distance, elle est vraiment très intuitive, elle arrive à lire dans tout le monde émotionnel, intuitif, peut-être un peu magique aussi. C'est vraiment une reine sirène aussi. C'est la reine des émotions, c'est la reine des eaux. Et le roi de coupe, il est aussi seigneur des eaux. Pour moi, c'est vraiment une espèce de Poséidon qu'on a là. Je viens de remarquer que la couronne est peut-être légèrement décalée par rapport à sa tête. Mais pour moi, c'est celui qui a conquis l'élément eau et qui arrive à en faire quelque chose d'utile dans le monde, qui arrive peut-être à l'expliquer, qui arrive peut-être à guider les autres, et qui... il est à moitié effacé, ce roi. C'est peut-être pas lui qu'on... Il se met peut-être pas forcément en avant, voilà. Il va peut-être être un guide, être une aide, être une ressource, mais il n'est pas forcément toujours hyper présent, en fait. Voilà pour les cartes de coupe. Je poursuis avec les cartes de bâton. Donc, les bâtons qui sont l'élément feu. Donc, avec l'As, on est vraiment dans la... Pour moi, c'est une espèce de prise de pouvoir, une prise de position, une prise d'affirmation, un peu, avec ce renard qui assoit son projet, qui décide quelle est la route à suivre, quelle est la démarche à suivre. Ouais, pour moi, c'est vraiment une démarche d'affirmation. Ensuite, avec le 2, on est dans une perspective d'interrogation et de... Alors d'habitude, je dis que c'est une carte d'ambition et on trouve bien ça là avec cette image du monde que le lièvre tient entre ses pattes, ces deux bâtons qui sont là pour offrir aussi une perspective, ce vent du changement qui arrive. Mais pour moi, c'est vraiment une définition de quels vont être mes objectifs maintenant que j'ai tout à ma portée et que tout est possible et qu'il est temps d'entrer en action. Le 3 de bâton est une carte d'attente, est une carte de on est prêt, on a fait ce qu'il fallait pour que les choses se mettent en place ou nous arrivent. Et là, c'est l'attente de résultats, la vision prochaine du résultat. J'aimerais juste rajouter que j'étais assez désarçonnée par ce...
la plupart des éléments dans ces cartes de bâton, c'est quand même, on retrouve les teintes un peu bleutées qui sont un petit peu la marque de ce jeu. Ça m'a gêné que ce soit pas plus couleur feu en fait, que ça reprenne pas plus des éléments très, très rouges, enfin voilà, très feu. On les retrouve peu, là vous allez voir qu'on commence à les retrouver un petit peu plus, là, avec le 5 aussi. Bon, je vous les montre, mais c'est quelque chose qui m'a presque un peu déstabilisée en fait. Avec le 4 de bâton, on est dans le... je sais pas, je trouve que c'est une carte pas mal de décontraction, de fête, de réunion, on va en profiter, on a réussi les premières étapes. C'est un temps de détente après avoir posé les premières étapes d'un projet. Avec le 5, on est dans la carte de la dispute, de la prise de bouche, ils sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, ils sont sur un strict pied d'égalité, c'est une confrontation des points de vue, ça peut être vu comme un brainstorming aussi, mais pour moi c'est vraiment une carte un peu de dispute, de conflit, pas forcément grave, parce que comme je l'ai dit, il y a un point, enfin ils sont assez égaux, mais c'est la lutte à qui veut avoir raison en fait. Le 6 de bâton, c'est aussi une carte qui m'a fait rire parce que c'est, alors certes, une image de victoire, mais qu'est-ce qui se la pète le bonhomme? Je veux dire, il a fait faire une statue à son effigie, il regarde l'horizon, là, il attend que tout le monde l'acclame et l'applaudisse. Il y a vraiment une image un peu de leader politique qui fait ça presque plus pour son ego que pour le bien du peuple, etc., qu'il a suivi. Donc pour moi, c'est une image effectivement de victoire et de réussite, mais c'est bon quoi, arrête un petit peu ton char, t'es pas encore au bout du chemin, calmos. Le 7 de bâton, c'est une image de tenir bon. Effectivement, on a cette chèvre qui est un peu réfugiée quelque part sur son petit rocher et qui se fait agresser et qui reste sur son petit rocher. C'est une image d'être peut-être un peu poussé dans ses retranchements, mais continuer à se faire voir, continuer à ne pas avoir peur et continuer à tenir bon. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action, de poursuite de l'action, de détermination, d'organisation, d'aller de l'avant, de passer les dernières étapes ou passer les étapes tout simplement. 9 de bâton, c'est une carte de consolidation d'acquis, de protection, peut-être de méfiance. Elle m'a fait rire aussi en fait avec ce petit renard là qui est bandé. Enfin, je trouve que ça fait vraiment personnage de dessin animé comme on retrouve des fois. Je trouve que c'est... Ouais, effectivement, c'est bien le mot. Il y a de temps en temps des animaux là-dedans qui font vraiment personnage de dessin animé. Ouais, c'est vraiment surveiller. Surveiller ce qu'on a acquis, être dans une perspective de consolidation plus que d'avancer. Et peut-être que c'est une carte qui nous demande un petit peu de « Oh, c'est bon, ça va, t'es arrivé à faire tout ça. Lâche un peu prise maintenant. » Le 10 de bâton, souvent n'est pas représenté par un personnage assis ou couché, mais souvent c'est une personne qui porte des bâtons. Là, c'est pas trop le cas, c'est une personne qui porte des bâtons aussi, mais qui semble harassée par la charge, qui semble un peu s'écrouler sous le poids de tout ce qu'il y a à faire ou de tout ce qui a déjà été accompli. Ensuite, pour les personnages de la cour, le page de bâton, on retrouve aussi une forme d'interrogation de vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me passionne le plus, quelle est ma mission de vie. Enfin, il y a quelque chose d'une aspiration à quelque chose de très 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 élevé, de chercher exactement quelle est sa position, quelle est sa passion, quelle va être notre démarche en fin de compte. Et on a quelqu'un peut-être, parce que pour moi, j'ai pas vraiment l'image du page qui est encore dans sa zone de vulnérabilité, mais quelqu'un qui veut peut-être un peu avancer plus vite que la musique. C'est-à-dire que, ok, je ne suis pas encore reine, mais je vais faire déjà comme si j'étais reine, je vais déjà mettre mon dragon derrière moi, je vais déjà prendre mon bâton et je vais déjà un petit peu me montrer comme ça, alors qu'on n'a pas forcément l'expérience nécessaire pour faire ça. Le chevalier de bâton, en fait, j'ai l'impression que c'est un chevalier qui est là sans être là. En fait, il est juste esquissé, c'est comme un dessin sur un autre dessin. Et j'en retire cette idée d'avancer et encore de quête,
d'interrogation de est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas. Ouais, vraiment c'est ça, c'est une question de encore se positionner dans est-ce que j'ose ou pas. Et c'est peut-être une carte de prendre sa place, d'oser accéder à une certaine violence en soi. Alors pour le coup, la reine de bâton comparée au page, elle est moins dans quelque chose où on s'impose, où on se montre, enfin je veux dire, elle est moins ouverte, elle est moins exposée, elle est moins dans le m'as-tu vu. Mais par contre, quelle puissance dans le regard et le regard de son chat et le bâton qu'elle tient, c'est vraiment une carte de passion qui l'habite réellement. Elle incarne cette passion, elle incarne cette sexualité, cette sensualité, elle incarne cette intensité. Et le roi de bâton, c'est l'élément feu par excellence, c'est celui qui s'affirme, c'est celui qui ose montrer sa passion et c'est celui qui va sans doute guider les autres aussi s'ils veulent s'investir avec lui au niveau de cette passion-là. Je passe aux épées. Alors, je vais juste prendre toutes mes cartes d'épée. Ok. L'aigle. L'aigle ose prendre la parole, ose dire qui il est, ose se faire justice, ose se poser aussi comme quelqu'un de puissant et quelqu'un ayant vraiment toute la maîtrise de sa pensée, de ses idées. Ensuite, le 2 d'épée. Alors, on ne trouve pas un aigle, mais on trouve un faucon parce que c'est les animaux qui sont normalement encapuchonnés pour pas qu'ils voient tout de suite toutes les proies et tout ce qu'il y a autour. Et en fait, c'est une idée d'être relativement aveugle, de devoir faire un choix et de peut-être ne pas avoir toutes les données nécessaires pour faire le meilleur choix possible. C'est le fait de se sentir peut-être un peu coincé, de sentir que quel que soit notre choix, ça risque d'être un mauvais choix parce que finalement, on ne voit pas forcément ce qu'il y a après. C'est vraiment cette idée du choix et d'incapacité à faire ce choix. Et au-delà de ça, d'éléments manquants en fait. C'est comme s'il manquait des choses pour pouvoir faire un choix éclairé. Je vous remontre. Voilà. Le 3 d'épée, c'est une idée de cœur transpercé, de cœur meurtri, de se sentir déchiré, de se sentir cloué sur place. Donc on retrouve l'aspect un peu négatif de ce 3 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui est mort. En fait, j'ai du mal à voir l'aspect positif que je vois souvent dans les 3 d'épée, qui est ce cœur très rouge qui continue à vivre malgré tout. Alors effectivement, les oiseaux là, ils n'ont pas l'air très très morts, même s'ils sont transpercés. Parce que pour moi, souvent dans le 3 d'épée, c'est cette idée de ok, on nous a porté un coup dur, on est peut-être blessé, on est peut-être trahi, on est peut-être victime d'une espèce de lien toxique, mais en même temps, on continue à vivre, on continue à aller de l'avant, on a encore la ressource en soi. Et en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une dernière épée à l'arrière qui, elle, reste intacte et qui n'a transpercé personne. Et c'est comme si on gardait quand même notre capacité de jugement, notre capacité de décision. 4 d'épée, c'est une carte de repos. On ne tient plus en main son épée, on se repose parce qu'on a besoin de relâcher un peu la pression, d'un peu se reconstruire. Et même si on est très puissant comme un lion, c'est pas parce qu'on est très puissant qu'on n'a pas droit à des temps de réflexion et des temps de répit et des temps de reconstruction. 5 d'épée, c'est une carte pour moi de... Alors, soit de bataille carrément perdue, ou soit de bataille gagnée, mais punaise, qu'est-ce que cette victoire coûte cher. Et j'ai tendance à plus penser à ça parce que, ok, il y a quelqu'un qui s'éloigne dans le fond, qui est peut-être un vainqueur, mais il n'a pas vraiment une posture de vainqueur en plus. Mais c'est une idée de pas de gagnant en fait, de si on est dans cette lutte, si on est dans cet acharnement et dans cette guerre, finalement, même si on ne perd pas, est-ce qu'il y aura bien un gagnant? Est-ce qu'on est gagnant si on a raison? Est-ce qu'on est gagnant si on a réussi à faire telle et telle chose au détriment de quelqu'un d'autre? C'est vraiment cette perspective de qu'est-ce qu'on appelle gagner en fait, et est-ce qu'on est bien sûr que ça vaut le coup? Que ça vaille le coup. 6 d'épée, c'est une carte d'aller voir ailleurs si on y est.
C'est une carte de laisser derrière soi ce qui ne marchait pas et d'évoluer vers autre chose, de se déplacer vers autre chose. On retrouve un peu une idée du 8 de coupe. On retrouve aussi un peu l'idée de la carte de la mort. Mais c'est l'idée de se détacher de ce qui ne fonctionne plus, d'être dans peut-être une idée de fuite également, de ne pas se confronter à ce qui fait vraiment mal et d'aller espérer ailleurs un futur plus brillant. Mais ça peut être compris dans le sens négatif, illusoire, comme dans le sens positif de avancer. Le 7 d'épée, c'est souvent une carte un peu de trahison, de duplicité, de quelqu'un qui vole les épées pendant que les autres sont en train de faire autre chose, là, en l'occurrence, se battre. Mais pour moi, c'est aussi le choix de quelqu'un qui est le plus malin, de quelqu'un qui a réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout ce qui pouvait se passer. C'est une carte de celui qui a décidé de ne pas s'engager dans la guerre et qui a décidé juste de profiter de ce dont il pouvait profiter. C'est vraiment une carte de profit. Je veux dire, les autres, ils veulent s'entretuer. Eh ben, ils s'entretuent. Mais on ne participera pas et peut-être même qu'on pourra faucher des épées entre-temps. Enfin, faut pas perdre de vision que les épées, c'est la parole, c'est le fait d'y voir clair, le fait d'être impartial, le fait d'avoir des idées. 8 d'épée, pardon. On se retrouve face à un sac de nœuds qui nous semble insoluble. Et mon Dieu, on n'y arrivera jamais. Comment on va faire pour démêler le truc ? Et de se dire, petite bonne femme ou petit bonhomme, il suffit que tu enlèves un peu ton bandeau en premier et je pense que ton sac de nœuds, même si c'est pas le truc le plus simple, tu vas le résoudre. C'est une idée de accepter d'avoir une autre vision et d'y voir peut-être clair et du coup d'avoir une solution qui est limite toute faite pour nous. De se sentir emprisonné dans un système alors qu'en fait ce système on peut le déconstruire très bien tout seul. 9 d'épée, c'est une carte d'idées noires, de tourner en rond dans sa nuit, d'insomnie, de plus savoir où est-ce qu'on en est, d'avoir des idées complètement loufoques à 3h du matin. Vraiment de broyer du noir sans arriver à en sortir, alors qu'on sait très bien au fond de nous que toutes ces élucubrations-là n'ont rien de palpable, rien de franchement réel, que dès que le jour se sera levé, sans doute ça va s'apaiser. Mais pour l'instant, c'est la nuit noire, quoi. 10 d'épée, c'est la mise à mort du cerf. Et c'est vraiment une idée de... Alors pour moi, elle est super sombre, cette carte. C'est quand même une défaite, c'est quand même un drame, c'est quand même quelque chose de grave qui s'est passé. Et il va falloir s'en relever et passer à autre chose. Mais en fait, j'ai du mal à la lire en positif parce qu'il y a certaines cartes de ce type-là, comme je pense par exemple au Wild Unknown, où on a une image tellement glauque et tellement noire qu'elle ne peut pas être réelle et du coup on a envie de dire non mais arrête ton char, t'es pas aussi blessé que ça, et c'est peut-être ça que je vois aussi là-dedans. Et dans les autres cartes, c'est souvent un homme qui est à terre, mais on voit quand même que le jour se lève et que du coup ça implique un renouveau. Là-dessus, je vois pas trop de renouveau impliqué, mais c'est peut-être une carte qui nous demande de prendre du recul et de se dire, mais honnêtement, est-ce que tu es vraiment comme ça? Est-ce que tu es vraiment mort? Est-ce que tu as vraiment un tas de flèches et d'épées plantées partout dans le corps? Ou est-ce que, sérieusement, si tu prends un peu de recul, parce qu'on est dans des cartes d'épée, donc de mental, si tu prends un peu de recul, est-ce que finalement c'est possible que tu n'ailles pas si mal que ça? Est-ce que tu n'es pas en train de te monter tout un drame dans ta tête? Je passe au personnage de la cour pour les cartes d'épée, le page. Pour moi, c'est une carte aussi de recevoir des nouvelles, d'avoir de nouvelles informations et de devoir les traiter, de devoir les processer, de devoir savoir quoi en faire, de savoir quelles utilités peuvent avoir ces nouvelles informations dans notre vie. On a vraiment une image de bas-relief gréco-romain là-dessus avec ce chevalier d'épée, mais justement on est vraiment dans l'idée de transmission d'un message fort, d'un message peut-être un peu violent d'ailleurs, mais c'est vraiment une idée de transmission de la pensée, de transmission de l'histoire, de transmission des valeurs. La reine d'épée, elle se pose les bonnes questions, elle prend la parole uniquement quand c'est juste,
Elle a ce regard très en recul, il y a un peu de froideur et en même temps, je trouve qu'elle a un visage très doux, presque compatissant en fait, et il y a une compréhension fine en fait. Mais on sait qu'elle va peut-être nous laisser nous débrouiller tout seul, à moins qu'elle ait vraiment quelque chose de très pertinent ou de très révélateur à nous dire. Et enfin, le roi d'épée, qui est vraiment... il a même... Enfin, c'est tellement intériorisé cette idée d'y voir clair, d'avoir des idées bien arrêtées, de savoir où est-ce qu'il en est, qu'il n'a même pas besoin de porter cette épée, elle est en lui. Et c'est vraiment une image de parfaite impartialité, de décision juste avant tout, de froideur, parce qu'il reste très en recul par rapport à ce champ de décision et de pensée. C'est vraiment la carte de la non-implication émotionnelle aussi, je trouve. Je termine avec les deniers. As de denier, c'est le petit lapin de Pâques qui a été déposé. C'est vraiment une promesse de fleurissement, une promesse de richesse, une promesse de bien manger aussi, je trouve, et de bonne santé. Le 2 de denier, là on retrouve l'image de l'équilibriste, du jongleur, de quelqu'un qui arrive à bien gérer plusieurs champs de sa vie, à bien répartir son temps, à bien répartir son argent. Et c'est vraiment atteindre ce point d'équilibre entre, par exemple, vie professionnelle et vie privée. C'est vraiment savoir jongler avec son emploi du temps, notamment. Avec ce 3 de denier, on est dans une idée de collaboration et de construction commune. C'est vraiment, je sais pas, c'est joli, ces petits corbeaux qui fabriquent des attrape-rêves, en fait. J'ai vraiment cette idée-là de manufacture commune. Le 4 de denier est souvent une carte d'économie, de réserve. D'économie, de réserve, c'est bien ça. Mais là, c'est vraiment, elle quitte la ville quelque part avec un peu trop de bagages. Il y a une idée de surdose, il y a peut-être une idée un peu d'avarice. Il y a peut-être une idée de j'emporte trop avec moi, je suis trop attachée au matériel, il n'y a que ça qui m'importe et il faut que j'emmène 25 costumes parce que sinon ça ne va pas le faire. C'est une idée de est-ce qu'on n'est pas trop gourmand, est-ce qu'on n'en veut pas trop, est-ce qu'on n'est pas trop focalisé sur le matériel justement. Avec ce 5 de denier, on est dans une idée d'être malade ou blessé ou dans une histoire de manque. Et de se sentir vide et de se sentir sans ressources. C'est souvent là aussi une espèce d'image mentale qu'on a parce que la plupart du temps, on n'est jamais aussi pauvre qu'on croit. On a peut-être aussi, il suffit de pousser les bonnes portes aussi pour retrouver soit cette santé, soit cette richesse, soit ces nouvelles perspectives. 6 de denier qui est une carte de générosité, d'équilibre et de profit. On a cette petite oiseau qui tient cette petite balance là, qui tient à ce que justement tout soit bien équilibré. Et c'est cette petite souris et cet oiseau qui sont en train de profiter de graines ou de fruits qui sont tombés d'un arbre. Il y a vraiment une carte de... Je sais pas, l'idée qui me vient, c'est il y en a pour tout le monde en fait. Il y en aura pour tout le monde. 7 de denier, c'est une idée de faire son nid, d'avoir suffisamment travaillé pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant, qui soit habitable, qui soit charmant, qui soit séduisant. 8 de denier, je trouve que c'est une carte, alors normalement c'est une carte de travail et d'apprentissage, de patience, moi je trouve que c'est une carte de grande séduction. En fait, elle me fait même penser à une courtisane ou à une prostituée qui serait vraiment dans l'invitation à profiter de ses charmes. Donc pour moi, il y a une carte peut-être de jouir de son corps, de jouir de sa santé, de jouir éventuellement de son argent, de faire ce qui nous plaît pour pouvoir faire fructifier notre argent. Enfin voilà, comme vous pouvez constater que c'est une carte qui m'interroge encore, que j'aime par ailleurs beaucoup, qui a une carte effectivement de certains conforts également. Et le 9 de denier, pour le coup, là on est encore plus dans le confort, on est vraiment dans la richesse, dans le profit, dans le fait de sentir bon parce qu'on s'est acheté des parfums de luxe. C'est vraiment une idée de luxe et peut-être aussi de un peu trop en faire. C'est un peu c'est ostentatoire en fait, je trouve. Et enfin, le 10 de denier, on a l'idée de famille, l'idée d'héritage, l'idée de retour au bercail, l'idée de groupe, l'idée de faire partie d'une certaine communauté, de se retrouver, d'avoir et de partager aussi des richesses
dans cette communauté. Et pour les personnages de la cour, nous avons pour le page une espèce d'Ève face à sa pomme. Enfin, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment une idée de est-ce qu'elle va profiter tout de suite du matériel? Est-ce qu'elle va tout de suite profiter de son corps? Ou est-ce qu'il y a ce sentiment d'attente? Il y a aussi un temps d'hésitation peut-être. Le chevalier, tout en vert, on a cette idée de... Il est un peu buté en fait, on n'a pas l'impression qu'on peut trop lui parler à ce mec-là. Par contre, il y va, il est déterminé, il est patient, on peut compter sur lui. Quelque chose de très fiable en fait, mais pas forcément de très ouvert au dialogue ou aux autres idées. La reine de denier, c'est la reine maternelle, la reine protectrice, la reine pourvoyeuse de nourriture. Celle qui va être dans l'écoute, c'est vraiment, je trouve qu'elle est très maman en fait. Et le roi de denier, c'est un peu le gardien des richesses, le roi de ce qu'il a fait fructifier, ouais, il y a de ça. Voilà, j'en ai fini avec toutes ces cartes du Landstrider Tarot, que j'aime énormément, avec qui je travaille énormément ces temps-ci. Je vais l'utiliser, je pense, pour mes démonstrations dans mon cours l'initiation au tarot intuitif. Les ventes sont ouvertes ces temps-ci et les ventes sont ouvertes jusqu'à samedi. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est vraiment le moment d'en profiter. Je vous mets le lien en dessous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.